Bonjour tout le monde, je m'appelle Anna Rouche et bienvenue à Page de Garce, le podcast littéraire où on parle socio et politique à partir du point de vue des théories féministes. Intersectionnalité. Un mot que, dans les dernières années, les médias ont aimé nous dire de lui, que c'était un peu la dernière dérive woke, comme si c'était arrivé hier, alors qu'au final, c'est un concept qui est assez ancien, j'ai envie de dire, et qui, selon moi, est vraiment fondamental à toute démarche féministe, à toute conception politique, en vrai. Donc, étant donné qu'on est encore dans les premiers épisodes de Page de Garce, c'était vraiment important pour moi d'en parler, de voir aussi par quoi est-ce que j'ai découvert l'intersectionnalité. Donc, dans ce podcast aujourd'hui, on va s'attarder à répondre à quelques questions. C'est quoi l'intersectionnalité? Qu'est-ce que c'est de penser de façon intersectionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire sur les luttes féministes, mais aussi sur les luttes de gauche? Et comment l'intersectionnalité est niée aujourd'hui dans les discours politiques. Donc, c'est un petit peu les objectifs avec aujourd'hui. Donc, le podcast va être séparé en deux parties pour prendre le temps d'aller bien dans les détails du sujet, sinon ça ferait des heures. Donc, dans la première partie du podcast, on va retracer l'histoire des liens entre antiracisme, racisme, féminisme à travers le cas du féminisme noir. Donc, évidemment, le black feminism qui est d'un apport théorique incroyable dans ce sujet-là. Évidemment, beaucoup aux États-Unis, on comprendra pourquoi. On va utiliser beaucoup les travaux de Angela Davis ainsi que Bell Hooks dans cette première partie-là pour mettre au jour tous les mécanismes qui, au final, on va le comprendre assez rapidement, sont toujours vraiment d'actualité aujourd'hui. La deuxième partie, on va s'intéresser aux particularités que les femmes noires peuvent vivre sous cette oppression cumulative, dans le fond, des différences dans l'expérience, par exemple, entre celle que moi je pourrais vivre en tant que femme blanche, qui va comme être le sujet féministe universel, on pourrait dire, et celui des femmes noires. Donc, quelques petits exemples, évidemment, tirés des livres. Et en fait, qu'est-ce que les femmes noires nous ont appris sur comment réfléchir les oppressions, comment est-ce qu'on peut amener, en fait, cette réflexion-là à plus loin que seulement leur cas précis, comment c'est essentiel, dans le fond. Et c'est à ce moment-là qu'on va aussi parvenir à discuter de qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, avec un petit peu des petites opinions, là. Donc, sans plus tarder, sautons dans le vif du sujet. Pour nous mettre en bouche, pour aussi nous prouver que l'intersectionnalité ne date pas d'hier, pour remonter dans le temps, comme je vous disais, on va y aller aujourd'hui dans l'épisode avec Bell Hooks et Angela Davis, un peu dans une remontée historique. On va y aller avec une performance qu'on va écouter en audio, mais évidemment, si vous écoutez en version vidéo, je vais la mettre à l'écran aussi, qui est une performance de Pat Thériault en 2011 au 8e sommet de la diversité de l'Université du Kansas. Donc, Pat Thériault, elle nous performe le discours célèbre de Sojourner Truth, prononcé en 1851 au Congrès des femmes de l'Ohio. Donc, voilà, je laisse la parole à Pat Thériault. Well, children, well, there's so much racket, there must be something out of kilter. I think that twixt the Negroes of the South and the women of the North all talking about rights, these white men gonna be in a fix pretty soon. But what's all this here talking about? That man over there says that women need to be helped into carriages and lifted over ditches and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages or over mud puddles or gives me any best place. Ain't I a woman? Mm-hmm. Look at me. Look at my arms. I have plowed and planted and gathered into barns, and no man can head me. And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as a man when I could get it, and bear the lash as well. And ain't I a woman?
I have borne 13 children and seen most all sold off to slavery. And when I cried out with my mother's grief, none but Jesus heard me. And ain't I a woman? Then they talk about this thing in the head. What's this they call it? Intellect. That's it, honey. Intellect. What's that got to do with women's rights and Negroes' rights? If my cup will hold but a pint, and yours will hold a quart, wouldn't you be mean not to let me have my little half measure full? And then that man back there in the black, that man back in the black says that women can't have as much rights as men because Christ wasn't a woman. Where did your Christ come from? Where did your Christ come from? From God and a woman. Man had nothing to do with him. Now, if the first woman that God ever made was strong enough to turn this world upside down all alone, these women together ought to be able to turn it back and get it right side up again. And now, they's asking to do it. And you men better let them. Obliged to you. Thank you for letting me speak to you this morning. Now old Sir Jordan ain't got nothing more to say. Une performance, honnêtement, qui est vraiment excellente. En faisant la petite recherche là, pour tirer ce discours en version audio, c'était vraiment ma préférée. Là. Il y en avait plusieurs sur YouTube que je vous invite à aller écouter parce qu'on peut vraiment retrouver énormément de choses dans ce texte-là. Donc, notamment là aussi qui est assez drôle, on aura entendu. Donc, qui était Sojourner Truth? C'est une militante abolitionniste afro-américaine qui soulève la fameuse question de l'intersectionnalité, donc dès 1851, là, on aura compris, aux femmes réunies pour le congrès féministe. Donc, on reviendra là-dessus. Là. Il y avait effectivement des congrès féministes à cette époque-là. Donc, sa question, c'est « Ain't I a woman? » Ne suis-je pas une femme, comme vous, qui luttez pour les droits des femmes, mais qui ne me comprenez pas dans le groupe des femmes, qui réduisez la définition de femme à celle qui est blanche, et qui donc ne mène une lutte féministe que pour elle-même. Donc, c'est ça aussi que ça veut dire, son discours, et c'est vraiment parmi les discours les plus célèbres de l'histoire féministe, et qui a notamment inspiré Bell Hooks avec son livre du même nom, qu'on a ici pour la version vidéo, qui est publié aux éditions Cambourakis. Donc, c'est parfait pour sauter dans la présentation des livres qu'on va utiliser aujourd'hui. Ce sont les livres qui m'ont initié à l'intersectionnalité, qui est donc l'apport du mouvement Black Feminism. Comme je vous dis, Bell Hooks, Ne suis-je pas une femme, aux éditions Cambourakis. On a Femmes, race et classe de Angela Davis, qui est aux éditions Zulma, ainsi que Intersectionnalité de Kimberly W. Crenshaw, dont on va parler plus dans la deuxième partie du podcast, comme je vous disais, qui lui a été publié chez Payot, si jamais vous cherchez les références pour vous les procurer aussi. Donc, évidemment, tout ça est vraiment axé sur la réalité des States, mais on aura l'occasion de revenir sur des cas comme le Québec, l'Europe, etc. Mais le concept, là, il faut comprendre, c'est pas réservé aux States, et évidemment, les États-Unis ont beaucoup de points communs d'influence sur le Canada. Aussi, on pourrait dire toute l'Amérique, le système esclavagiste était aussi partagé. Donc, on peut comprendre les choses. Quelle est la thèse de ce podcast? Que l'intersectionnalité, au fond, c'est plus un cadre théorique. Une façon de penser où les différentes oppressions se rencontrent et se présentent sous des formes différentes les unes des autres. Donc, que l'oppression n'est pas universelle, lisse ou homogène. Donc, la chose en commun qu'il y aurait entre les différentes oppressions, ben c'est plutôt la matrice. Qu'est-ce qui crée ces oppressions-là? Donc,
ça serait quelque chose qui est absolument nécessaire pour penser les féminismes. Donc, qu'est-ce que vivent au fond les femmes qui ne sont pas blanches? En fait, il y a une impasse où, dans la lutte antiraciste, il n'y a pas de rejet de la culture patriarcale en son sein. Donc, les femmes devraient comme se rallier à la lutte féministe si elles veulent parler de ça. Puis après, si elles se tournent vers la lutte féministe, elle contient en soi un fondement raciste. Donc, elles vont dire que les femmes noires se rallient à la lutte antiraciste pour ça. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de reconnaissance du chevauchement et ça met à l'écart les femmes noires, donc ici. Et comme on sait que ce sont généralement, dans toutes les situations, là, les femmes qui écopent en premier, au sein de ce groupe-là, on peut dire que ce sont les femmes racisées qui écopent en premier. On va présenter aussi rapidement Angela Davis. Donc, elle est une militante, philosophe, féministe, communiste, abolitionniste, et elle aussi fait partie des Black Panthers. Elle était très impliquée là-dedans. D'ailleurs, on mentionnera là, qu'elle est aussi queer. Bell Hooks, quant à elle, est une militante, une femme de lettres. Elle est antiraciste également, théoricienne du black feminism et des queers aussi. Donc, on apprécie vraiment la présence des icônes, honnêtement. Donc, si on s'attarde à comment est-ce que fonctionnait le système d'esclavagisation aux États-Unis. Donc, ça ici va être tiré à la fois de Bell Hooks et d'Angela Davis, mais pour commencer, plus du livre de Bell Hooks. Donc, c'est un système qui est bien évidemment plantationnaire. Il va y avoir les enfants des esclaves qui deviennent des esclaves aussi. Donc, sur la plantation en soi, dès que tu as un enfant, il devient la propriété du maître également. Et les femmes qui y sont esclavagisées sont soumises et plus chargées de travail que les hommes. Les sentences sont plus fortes. On va utiliser le viol comme arme. Donc, déjà de base, là, juste dans le fonctionnement de la plantation, les femmes sont beaucoup plus victimes de cette esclavagisation-là. On pourrait dire plus fortement affectées. Qu'est-ce qu'on va voir aussi, c'est qu'une stratégie pour mieux contrôler les personnes esclavagisées, mais ça va être tout simplement de leur attribuer des significations à leur genre qui va être différentielle à celle des maîtres blancs. Donc, par exemple, l'homme noir, on va dire qu'il est démasculinisé, qu'il n'est pas vraiment un homme. Bon, évidemment, c'est quelque chose qu'un homme blanc va dire, fait qu'il va évidemment dire la pire insulte pour lui, qui serait de ne pas être un homme, qui serait donc d'endosser le statut d'une femme, parce que non seulement est-ce que la femme noire va faire le rôle de la maison, donc s'occuper là, du travail reproductif, mais en plus, elle travaille. Donc, l'homme est vraiment faible si sa femme travaille en même temps. Donc, il n'a pas la masculinité forte, on pourrait dire. Pendant ce temps-là, à l'opposé, la femme noire va être masculinisée. Premièrement, là, parce que tous les Blancs considèrent que les Noirs n'ont comme pas le statut d'humain, là. Mais pour la même raison là, que je viens de dire, donc parce qu'elle travaille, mais ça sert d'excuse aussi pour dire que c'est une sous-femme et qu'elles peuvent être soumises là, aux hommes blancs. Donc, en fond, juste voir aussi, c'est ça qui va être intéressant là, quand on va reparler du genre, peut-être dans d'autres épisodes, c'est que quand tu ne corresponds pas exactement à l'idéal de genre, dans le fond, c'est une excuse pour oppresser, on pourrait dire. C'est là aussi un exemple pour prévoir que le patriarcat est fondamentalement raciste, parce que le privilège masculin n'est pas accordé aux hommes, il est accordé aux hommes blancs. Donc, la définition même du genre sera faite selon cette condition-là. Pendant ce temps-là, comme on l'a vu un peu dans le dernier épisode, il va y avoir beaucoup de choses qui vont faire écho à l'épisode qui vient juste de sortir sur le capitalisme patriarcal, mais on avait vu qu'il y avait une éloge de la maternité des blanches qui n'est pas attribuée aux noirs en même temps. Donc vraiment la maternité pure, la maman parfaite, voilà. Donc les noirs, on ne leur attribue pas cette signification-là. Et aussi, par le moment où les populations noires sont amenées en Amérique, on va détruire leur culture, là, forcément. Mais leur nom, leur religion, leur façon de faire, leurs liens sociaux, tout est détruit afin qu'ils deviennent des travailleurs, des esclaves, des personnes esclavagisées. Et notamment aussi la structure genrée.
parce que, encore une fois, c'était quelque chose, on pourrait revenir sur la colonialité du genre, mais la structure genrée n'est pas nécessairement universelle, c'est un petit peu le trap européen de penser que tout le monde pensait de façon binaire, comme on le faisait en Europe, et l'homme et la femme sont un peu créés sur les populations noires, mais qu'est-ce qu'on retient? C'est que les femmes restent vraiment, en fait, les personnes centrales à la survie du groupe, notamment avec tout ce qui est les corvées. Qu'est-ce qui leur donne l'autonomie aussi, parce que comme je disais, c'est elles qui font le travail reproductif. C'est là aussi, par les femmes noires qui vont se regrouper, qui vont regrouper les familles, c'est là qu'il va se créer une culture de résistance. Donc déjà, c'est une approche différente là, de la condition de la femme qui va être plus axée sur la communauté, mais aussi, en fait, il faut voir un peu comme les femmes, comme le groupe qui est vraiment créateur du sentiment de résistance. Donc, quelles sont les conséquences? Un peu, là, c'est un petit peu un état des lieux de l'esclavage. Premièrement, comme on a vu un peu en Angleterre, quand on a idéalisé la maternité, il y a eu une vague de prostitution au même moment, ça crée toujours une réponse, mais ici, quand on idéalise la féminité blanche, quand on la met sur un piédestal comme un idéal, cette interdiction-là va accentuer là, énormément l'exploitation sexuelle des Noirs. C'est comme un retour du balancier qui permet non seulement faut pas trop toucher aux femmes blanches, on va aller sur les femmes noires à la place, mais aussi là, sur les opinions qu'on pourrait dire. Donc, dans les plantations, il va y avoir énormément d'exploitation sexuelle des personnes esclavagisées, non seulement les femmes, mais aussi les hommes, mais évidemment surtout les femmes. On va leur dire que « Ah oui, mais de toute façon, vous étiez toutes en train de vous prostituer, là. » C'est une excuse, on s'entend. Premièrement, il y a la reproduction forcée pour recréer la force de travail. Donc déjà, ça, c'est assez énorme, on pourrait dire. Et évidemment, là, si le propriétaire violait la femme, son enfant était comme moitié blanc, moitié noir. Il était considéré noir. Le viol aussi va être utilisé comme arme de répression, de manipulation. C'est toujours une menace, là, honnêtement. Puis aussi, en fait, il ne faut pas négliger le rôle des femmes blanches sur les plantations, les femmes des esclavagistes. Elles, évidemment, ils peuvent avoir peur de la répression de la part de leur mari si elles se portent à la défense des femmes esclavagisées. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont préférer prendre le bord du mari par complicité, puis dire « c'est de sa faute, là, elle a exposé son corps, c'est la faute de la victime. Donc, moi, j'ai rien à voir là-dedans. » Alors que dans le fond, être en silence, c'est être du bord de l'agresseur. Qu'est-ce qu'on va dire aussi des Noirs? C'est que ce sont des violeurs. Le fameux mythe du violeur noir, et que les Noirs sont des putes. Donc, ça commence rough, on pourrait dire. La valeur de la féminité noire va vraiment payer cher, on va la dévaloriser fortement. Donc évidemment, comme avec tout ce que je viens de dire, la sexualité va être dégradante pour elles. On va dire qu'elles sont fondamentalement comme ça, puis ça permet d'excuser les comportements de ceux qui vont venir abuser d'elle en disant « Oh non, mais tu sais, elle est fondamentalement comme ça, là, c'est sa nature d'avoir une sexualité dégradante, fait que si je viens la violer, c'est de sa faute, elle est comme ça, elle le voulait même. » On va aussi dire que les femmes noires sont des matriarches, puis ça, c'est un peu un trap, on pourrait dire féministe, que les féministes blanches vont dire « Ah, mais les femmes noires sont fortes, sont comme déjà masculines, sont déjà une plus grande place, sont plus fortes. » Donc oui, évidemment, elles avaient, comme je viens de dire, un rôle important dans la résistance dans leur communauté, mais elles ne sont pas pour autant des matriarches, là. Parce que, en fait, là, premièrement, ça dénigre les contributions positives des Noirs en les plaçant dans un système qui n'existe pas. En fait, ça efface tout simplement toutes les luttes que les femmes noires peuvent entreprendre et ont entreprises. Puis aussi, là, ça contribue tout à dire que les femmes noires sont des matriarches, c'est comme croire au mythe blanc qu'on a créé sur l'émasculation des hommes noirs. Et ça, au final, ça crée une tension au sein du groupe qui, selon Bell Hooks, a provoqué l'incorporation des valeurs blanches par l'imposition du système de genre occidental. Donc, si on dit « Ah, mais elle, c'est genre des sales matriarches, puis lui est émasculé, puis c'est pas des vrais hommes », mais au final, c'est sûr que si on baigne là-dedans par la répression, les violences, ça crée l'envie, en fait, de retrouver le système patriarcal, trouver, dans le fond, le
système patriarcal occidental du pourvoyeur, de la féminité, et qui, au final, si les personnes noires y participent, ça finit par avantager les Blancs, parce que même si eux, ils racontent que ce sont des matriarches et des hommes émasculés, ça leur permet de réprimer les femmes sexuellement, d'obtenir leurs besoins sexuels et d'avoir la force de travail. Donc pour eux, en fait, ces opinions-là sont créateurs. La division est créatrice plutôt de la valeur pour eux. Puis au final, là, c'est juste faux aussi, parce que si c'était vraiment des matriarches, ça impliquerait un pouvoir social et politique. Parmi les stéréotypes qui ont été développés sur les femmes noires qui rentrent un petit peu dans le stéréotype de la matriarche, il y a évidemment la pute, comme on vient de le dire, la grosse maman, ou la fervente religieuse, qui serait comme la seule positive aux yeux des Blancs, parce que dans la religion, là, on se doute pourquoi c'est une religion qui leur a été imposée. Les conséquences de tout ça. Les hommes noirs, ils vont instrumentaliser le mythe du matriarcat pour garder les femmes passives. Donc, vous êtes des matriarches, fermez votre gueule. Et les Blancs, ils vont se déresponsabiliser de leur rôle ou de leur complicité pour les Blanches, car ils vont accuser les Noirs d'être coupables. Sinon, c'est une alliance sexiste, là. Angela Davis va nous parler un petit peu du féminisme à travers l'abolitionnisme, donc on continue notre histoire. On rappelle que l'abolition aux États-Unis est arrivée en 1865. Donc, une chose qui est vraiment fascinante quand on lit ces livres-là, je pense que c'est que ça nous donne beaucoup d'éclairage par rapport à ce qu'on pourrait vivre aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand on regarde, là, par exemple, aux États-Unis, quand est-ce que le féminisme et l'antiracisme sont nés, mais c'était à la même origine. En fait, au départ, il n'y avait pas de priorité d'un groupe sur l'autre. Par exemple, il y avait 2 sœurs abolitionnistes blanches qui étaient aussi féministes, là. Donc, tout le monde luttait, on pourrait dire, pour la même chose. Bon, les féministes qui étaient, évidemment, dans ces mouvements-là, il fallait qu'elles aient l'opportunité de le faire. On s'entend qu'il y avait aussi beaucoup de femmes ouvrières blanches, là, aux États-Unis. C'était pas juste comme les femmes bourgeoises blanches et les femmes noires esclavagisées. Il y avait aussi une classe ouvrière. Mais, dans le fond, les féministes blanches, sont issues de la bourgeoisie. Elles vont commencer à se comparer à l'esclavage dans leurs conditions. Donc, là, notamment, c'est un petit peu difficile de prendre parti. Mais il va y avoir des discours publics à cette époque-là, notamment avec Sojourner Truth qu'on a entendu au début, et déjà, là, on parle d'intersectionnalité. Donc, même si du côté des femmes blanches, là, déjà, on est un petit peu... on fait hérisser le poil, on peut voir que c'était à l'origine la même chose. Angela Davis, elle nous dit qu'à cette époque-là, le problème, c'était vraiment dans la compartimentalisation des luttes. Parce que le capitalisme, au fond, c'est qu'est-ce qui est au sein de l'exploitation. C'est pendant la guerre de sécession. Donc, elle dit que c'était plutôt une guerre de principe qui séparait les victimes pour qu'elles luttent chacun de leur côté. Donc, les Noirs, les travailleurs, les femmes, etc. On va citer une page qui est, encore une fois, comme je dis, très révélatrice aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? Il était tout aussi vrai que les luttes démocratiques de l'époque, en particulier le combat des femmes pour l'égalité, pouvaient seulement aboutir dans l'alliance avec la lutte pour la libération du peuple noir. Donc, déjà, il y avait une clairvoyance que le dénouement, c'est seulement au travers de l'alliance. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Non. Donc, il va y avoir le mouvement des suffragettes. Les suffragettes, pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont les femmes blanches qui ont lutté pour l'accession au droit de vote. Il va y avoir un faux dilemme qui va être créé afin de s'avantager d'arriver plus vite en haut. Un faux dilemme dans la priorité du droit de vote, là. Donc, les préjugés racistes des blanches pour convaincre qu'elles le mériteraient plus. Et puis c'est ça qui va scinder le mouvement de libération contre le système. Donc, à l'origine, c'était vraiment « libérons-nous de ce système capitaliste » vers qui aura le droit de vote, les blanches ou les noirs. Frederick Douglass, Sojourner Truth, qui était donc militant à l'époque, Frederick Douglass qu'on connaît, évidemment, eux vont plutôt militer pour le vote pour tous. Qu'est-ce qu'on va voir aussi quand l'esclavage va être terminé?
c'est que les propriétaires terriens vont tout simplement recréer des contrats de travail avec exactement les mêmes conditions qu'auparavant. Donc, évidemment, les personnes, l'esclavage n'a pas été... On n'a pas mis fin à l'esclavage en disant « Bon, voilà, on va te donner une maison, puis de l'éducation, puis voilà, tu pars avec rien. » Donc, encore une fois, on peut penser à la méritocratie, qu'on se dit « Ah, mais il suffit de travailler, travail dur, puis tu vas pouvoir arriver au même endroit que les autres. » Bon, déjà là, eux, ils sont partis avec absolument rien. Donc, souvent, ils sont contraints de travailler pour leur ancien esclavagiste, avec les mêmes conditions, mais moins de care, en fait, parce que là, maintenant, en fait, il y avait comme une certaine contrainte là, par les propriétaires des plantations. Il faut quand même que l'esclave reste en vie. Mais là, maintenant que c'est plus ton affaire, ben tu peux moins donner les conditions de care. Donc, il va y avoir une énorme détérioration des conditions de vie. On va aussi utiliser beaucoup le système judiciaire pour justifier l'oppression, notamment avec les prisons. Donc, quand on regarde comment est-ce que les prisons ont été construites, Angela Davis, qui est vraiment une abolitionniste aujourd'hui, abolitionniste qui, depuis l'abolition de l'esclavagisation, signifie l'abolition de la prison comme elle est aujourd'hui. Et en fait, on va tout simplement dire, on va les envoyer en prison, puis là-bas, ils vont pouvoir travailler. Donc, en fait, les femmes noires, pendant ce temps-là, elles vont principalement se ramasser dans des emplois de service du care. Donc, encore une fois, du travail reproductif qui est supposément féminin. Aussi, là, les Blancs vont être comme, tu sais, elle ressemble à une servante. Elle a le look de l'emploi. Et on va aussi dire que c'est considéré comme dégradant. Les femmes blanches, là, de ce côté-là, qui vont les engager, vont les considérer, ces domestiques-là, comme un prolongement d'elles-mêmes, parce qu'elles leur appartiennent. Puis ça aussi, là, c'est un petit peu comme une tactique d'effacement dans leur tête pour ne pas voir leurs conditions de servitude. C'est comme un prolongement de moi-même. Genre, elle a fait toute la job, puis moi, je fais rien, mais c'est un prolongement de moi-même. C'est seulement, je vous rappelle que c'est 1865, l'abolition, mais c'est seulement la Deuxième Guerre mondiale qu'il va y avoir un transfert de masse des femmes noires du care aux industries. Donc, en 1960, là, encore un tiers vont être dans le care, mais c'est quand même la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a un passage en dehors de la domesticité, on pourrait dire. Donc, déjà là, on peut voir que les femmes noires n'ont jamais arrêté de travailler, ont toujours travaillé, et ça a toujours été leur réalité, on pourrait dire. J'avais une autre citation qui était très intéressante, toujours dans Femmes, race et classe, de Angela Davis. 80 longues années après l'émancipation, entre guillemets, la liberté restait un mirage si lointain qu'il fallait écarquiller les yeux pour le distinguer. Donc, on peut voir que le travail n'est pas nécessairement symbole d'émancipation. Après l'abolition, évidemment, il va y avoir l'instauration des lois de Jim Crow de 1867 à 1964 qui vont instaurer la ségrégation raciale aux États-Unis. Bon, ça va être en même temps que les mouvements pour le vote des femmes, donc les suffragettes. Puis il va comme avoir l'idée qu'accorder le vote des femmes blanches va avantager les Blancs dans le pouvoir politique. Là, évidemment, s'ils sont rendus citoyens, on s'entend qu'il y avait Jim Crow, mais il faut tout faire pour favoriser que les Blancs contrôlent. Donc, c'est là qu'on va vraiment voir la montée là, extravagante du racisme par les suffragettes, qui vont vraiment là, y aller deadass, la supériorité de la race blanche, les Noirs sont illettrés, les Blanches sont éduqués, c'est nous qui méritons d'avoir un savoir politique, d'agir politiquement, c'est nous qui savons, blablabla. Fait que là, toujours, on voit que les femmes, quand ils disent « Ah, les femmes doivent voter, blablabla », c'est les seules qui se considèrent comme... En fait, elles se considèrent comme les seules femmes au monde, alors que les autres sont seulement noires. Pour la classe qui est capitaliste, qui détient les capitaux, la division, elle est utile, comme on disait tantôt. Quand on fabrique le racisme, on est vraiment mieux capable d'exploiter tout le monde parce que ça divise tout le monde, et au final, ça avantage qui? Nous. Je parle au nom de la classe capitaliste. Qu'est-ce qu'elle disait à cette époque? Donc, durant le début du 20e siècle, il va y avoir la création de mouvements, on pourrait dire la forme, l'itération de cette époque-là des mouvements militants, qui vont être les clubs.
Dans le fond, les clubs, là, c'est pour se rejoindre ensemble. Pour les blanches, c'est un peu une façon de tromper l'ennui à la maison. Ils vont entretenir aussi des positions racistes dans ces clubs-là. Mais il y en a qui vont essayer de s'associer aux femmes noires, là, en fait par empathie, par compréhension de la lutte, mais elles vont être également menacées par tous les blancs en disant que ça va entacher leur réputation s'ils font partie de clubs avec les noirs, etc. Les noirs, elles, vont aussi avoir des clubs qui vont servir notamment à la sensibilisation, la diffusion des idées, la prise de parole. Ces clubs-là qui vont aussi avoir énormément d'affinités avec les clubs des femmes ouvrières. Donc, comme je vous disais, il y a toujours aussi une classe ouvrière qui a beaucoup de blanches, parce que c'est comme plus relatable quand il y a aussi l'oppression de classe, l'oppression économique, on pourrait dire. Donc, chez les blanches, il y a un petit élitisme. Chez les clubs noirs, il y a une recherche de la libération. Mais malheureusement, c'est le récit que nous fait Angela Davis aussi dans son livre, il va y avoir des échecs à cause des tensions entre les dirigeantes, là, tout simplement, qui vont miner le mouvement, malheureusement, les chicanes internes, là, donc qui nous fait penser un peu à la gauche contemporaine des fois. Donc, il va aussi avoir des mouvements ouvriers qui vont être contemporains à ça. Évidemment, là, il va y avoir du sexisme là-dedans, et même dans les tentatives de formation de syndicats, l'exclusion des Noirs, l'exclusion des femmes noires. Donc, de toute façon, pour les populations noires et les femmes précisément, c'est vraiment trop difficile parfois de soutenir la cause parce qu'il va y avoir trop de préoccupations immédiates comme le travail, l'argent, la nécessité, dans le fond, un peu là, qui nous rappelle que les conditions de vie permettent l'accession ou non au monde politique. Bell Hooks, elle va analyser les manifestations du racisme au sein du féminisme dans son livre. Donc, comment est-ce que ça fonctionne dans ces mouvements féministes-là, notamment des clubs? C'est un peu la naissance du féminisme blanc. Elle va commencer par définir des mots, là, je vais vous les dire aussi pour quelle est sa conception à elle. Le patriarcat, c'est une sous-catégorie du système capitaliste, où il y aurait par exemple les patriarches et l'État, qui aurait comme un peu un rôle proportionnel mais plus grand d'un père versus sa famille. Pour elle, la race dominante, c'est aussi celle qui a le pouvoir de faire de son expérience l'expérience type. Et le racisme, c'est la force qui pousse à décrire toutes les femmes seulement par leur race. Le problème là, du féminisme blanc dans ce mouvement des clubs-là, c'est de croire que le racisme aussi, c'est comme individuel. Là. Puis ça, c'est fondamental à la colonisation, parce que si on dit « Non, mais lui, son problème, c'est d'être raciste tout seul dans son coin, ou il est allé comme tabasser un noir sur le bord de la rue parce que il est, lui, juste raciste. » Ok, mais est-il policier? Est-ce qu'il fait partie... Il faut voir les liens, en fait, en chaque personne, et c'est surtout de voir que si on dit que c'est individuel, mais ça efface ces liens-là de l'œil public. Et ça permet de perpétuer la colonisation qui est donc installée, le système qui permet à la classe riche, capitaliste, blanche, masculine, de entretenir son pouvoir, on pourrait dire son contrôle, parce qu'il y a les Noirs qui travaillent, les femmes noires qui travaillent et qui créent le travail reproductif, les femmes blanches ouvrières qui peuvent travailler aussi, faire le travail reproductif, les femmes blanches riches qui vont faire juste le travail reproductif. Donc, tout le monde a comme sa fonction, puis moi, j'en bénéficie. J'ai le nanan au bout du bâton. Pour les Noirs, là, les femmes noires, le racisme des blanches dans ces mouvements des clubs-là va plus compter là, de façon très compréhensible, parce que en fait, c'est supposé être leurs alliés. Les femmes noires, elles voient que ce sont des femmes, elles aussi, anti-woman. Et depuis toujours, là, en fait, Bell Hooks, ce qu'elle va dire, c'est que c'est dans ces mouvements-là, le sexisme cache le racisme des blanches. Que l'idée, au fond, que l'expérience de la femme, c'est celle des blanches, c'est une idée qui est raciste. Qu'est-ce que sont les objectifs là, d'une féministe blanche? En fait, par son mouvement féministe, c'est effacer son alliance avec les Blancs en disant « c'est mon oppresseur, c'est l'oppresseur par excellence, même vous le savez, je suis pas impliquée là-dedans. Donc je ne fais pas partie du racisme, je n'ai rien à dire là-dessus, je n'ai pas à m'engager là-dedans parce que moi je suis une victime. » OK? Puis aussi, c'est comme une façon de créer une alliance, entre guillemets, avec les autres femmes, comme si elles étaient unies sans racisme, sans classisme, pour se donner bonne allure, en fait. Donc, c'est là aussi qu'on peut comprendre, là, avec
toutes les raisons du monde pourquoi les femmes noires, les femmes racisées ne se sont pas toujours nécessairement ralliées au mouvement féministe. Ben, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas la bienvenue. Et le mouvement féministe, il doit pouvoir venir de ces personnes-là aussi. Donc, les exclure, là, c'est absolument con. C'est pas une question de les inclure comme si les femmes blanches là, avaient l'autorité par rapport à ça. C'est juste de dire, ben toi, si ton féminisme ne comprend pas toutes les femmes, ben tu es raciste. C'est ça que c'est. Tu es raciste. Donc, il n'y a pas de vision des degrés d'oppression. D'autres caractéristiques là, du féminisme blanc qu'on peut voir à cette époque-là, et qui on peut voir aujourd'hui aussi, mais c'est qu'il n'y a pas de critique capitaliste, évidemment. On y revient toujours. Parce que, comme je disais tantôt, à l'origine, c'était une lutte contre un seul et même système, mais les femmes blanches, elles, surtout les bourgeoises, celles qui ont le temps, que ce ne sont pas les ouvrières là, qui ont, elles, sont plus du côté des femmes noires, ben, elles ne sont pas vraiment affectées par ça, et même elles en bénéficient, là, j'ai envie de dire. Donc, elles, évidemment, elles vont pas parler de ça. Elles vont se dire aussi qu'elles sont à l'origine de tout. Des fois, là, à la librairie, je regarde les livres d'histoire du féminisme, blablabla. Premièrement, ils parlent de féminisme au singulier. Mais vous n'avez pas inventé le féminisme, là. C'est comme... vous n'êtes pas à l'origine de la bonté dans ce monde. Pas du tout. Et ça, en fait, ça entretient la vision où les femmes là, blanches, elles détiennent vraiment là, comme le pouvoir de changement social. En fait, le sauveur blanc, là. La sauveuse blanche, on pourrait dire. Aussi, les féministes blanches, ben, elles vont beaucoup militer pour comme « Ah, il faut travailler, blablabla. » Mais regardez les autres femmes dans ce monde. Le travail n'est clairement pas la panacée de la libération des femmes, là. C'est pas juste en faisant ça que ça va se régler. Après, c'est ça qui arrive, puis ils sont comme « Ah, on est libérés. You change nothing else. » Donc, aussi, on va voir, là, en fait, je parlais de victimisation tantôt, ben là, la femme au foyer, évidemment que c'est la pire victime au monde. Et je ne dis pas que ce n'est pas une oppression, évidemment, mais c'est une oppression différente, et ça se peut qu'il y en ait qui sont pires que d'autres, là. Donc, encore une fois, là, c'est un mouvement qui est vraiment manipulé pour les intérêts blancs. Puis, souvent, là, qu'est-ce que Bell Hooks veut nous dire, c'est qu'il y aurait des conflits, peut-être en fait, peut-être, il y a ça, là, une peur des blanches de la compétition sexuelle. Donc, encore une fois, là, on pourrait revenir sur la compétition entre femmes, quelles sont les alternatives et pourquoi, en fait, c'est absolument mauvais. Une forme de détestation, là, également. Puis aussi, comme je disais, ben là, maintenant que notre statut de femme blanche a changé, ben toutes les femmes étant blanches, étant donné que c'est la seule description de l'expérience féminine qu'on fait, ben le féminisme est terminé. Par contre, il y a aussi, si tu décides toi aussi là, de participer au capitalisme et de devenir dominant, ben, on peut t'accorder le privilège, mais en fait la critique principale au féminisme blanc, c'est si tu souhaites vouloir être libre comme l'oppresseur est libre, ben tu veux être l'oppresseur. Et c'est là que Bell Hooks parle de son concept qui a énormément marqué le féminisme, qui est celui de sororité politique. Sororité qui fait écho à fraternité, mais là, on veut le dire entre femmes, entre sœurs, et c'est nécessaire, en fait, de s'allier ensemble pour aller vers le meilleur. Pendant ce féminisme blanc, il va y avoir évidemment le féminisme noir. Pour Bell Hooks, le féminisme, c'est lutter contre toutes les oppressions. La classe, la race, le genre. Par quoi ça passe? Bien évidemment, il y a l'éducation, le droit de vote, mais même si c'est des moyens qui sont utiles, mais ça ne change pas l'ordre patriarcal en soi. Donc, il faut s'attaquer par un féminisme radical, aller à la source du problème, à la racine. Il faut aller changer l'ordre patriarcal. Et pourquoi est-ce que les mouvements ont un peu eu des échecs? Premièrement, le désintérêt des femmes noires qu'on a expliqué tantôt, Jim Crow qui était dans les pattes, plus que ça, c'est un euphémisme, puis aussi là, qui force à croire que c'est juste le racisme qui, de toute façon, là, après le mouvement des suffragettes, il y a un essoufflement, puis on s'en reparlera dans les années 70. Donc en 1920 à 1960, il y a une trêve dans le féminisme noir qui est, bon je dis pas qu'il y en a pas, là, mais qui serait moins fort. Les mouvements antiracistes,
jusque dans les années 1960, là, ben, encourage les femmes noires à rester passives. Comme on a dit, il y a une intégration du patriarcat occidental par les Noirs, donc il y a un patriarcat en son sein, aussi de ces mouvements antiracistes. Puis aussi, ben, ils sont repoussés par la composition race, classe, des mouvements féministes. Puis aussi le passé, là, comme je disais, si par le passé, les féministes s'approprient le mouvement à un gain individuel, mais personne n'a envie de le rejoindre. Puis aussi, il y a un petit peu là, de passivité, on pourrait dire, des mouvements féministes qui misent trop sur la conscience et pas sur l'action. Donc, Bell Hooks nous dit que le mouvement ne fonctionne pas car il ne menace pas le système, le mécanisme, le patriarcat capitaliste. Donc c'est là que c'est très important de menacer cette entité-là. Et en plus, les femmes là, qui ont atteint leurs objectifs avec le féminisme aujourd'hui abandonnent le mouvement, ce qui est la preuve de leur privilège, au fond, parce qu'elles ont atteint leurs objectifs, puis après, elles pensent que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Alors qu'au fond, elles n'ont fait qu'une réforme. Elles sont pas allées voir... parce que si tu allais voir la racine de la chose, mais ça changerait la condition pour toutes. Mais si tu fais juste une réforme, ben, ça peut changer juste ta condition à toi. Donc au final, ça perpétue les autres oppressions et ça change leur visage. Des fois aussi, on est un peu victime de pas remarquer qu'elles ont changé de visage, mais qu'elles sont toujours là. Donc, en fait, c'est la preuve du privilège, le réformisme, là, en général. C'est pour ça que je suis assez critique du réformisme. Donc, c'est ici qu'on s'arrête là, pour la première partie du podcast sur le thème de l'intersectionnalité. Comme je l'ai dit, on a fait un petit peu une historique qu'est-ce que c'était l'esclavage, l'esclavagisation plutôt. Comment est-ce que les mouvements... Comment est-ce que l'antiracisme et le féminisme sont liés, sont en fait une seule et même chose, comment ils se sont scindés, quelles ont été les dynamiques là, durant le 20e siècle. Évidemment, ce sont des livres qui sont sortis au 20e siècle. Ne suis-je pas une femme, là, je crois que c'est 1980... On vérifie un peu de ASMR en attendant. 1981. Et Angela Davis... Aussi, je pense que c'était quand même une grosse année. Donc, comment, en fait, les mouvements se sont scindés? Comment est-ce que ça a été instrumentalisé par les femmes blanches? Donc, aussi, pourquoi c'est absolument nécessaire de revoir le féminisme qui est présenté par les blanches et dont les problématiques sont surtout centrées seulement sur cette expérience unique. Donc, la suite dans le prochain épisode, où on va s'attarder un peu à la deuxième moitié du sujet, pour voir des exemples de différences entre l'expérience noire et blanche chez les femmes. Donc justement, on a expliqué là, les racines de ça. Maintenant, on va voir quels sont les impacts. Comment est-ce que c'est vécu différemment chez les femmes. Et comment aussi cette intersectionnalité-là, comment cette façon de penser nous permet de refonder nos analyses. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va visiter Kimberlé Crenshaw, théoricienne du mot intersectionnalité, ça vient d'elle, et avec qui on pourra ensuite réagir par rapport à notre situation aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et de mettre 5 étoiles avec un review, ça fait toujours plaisir. Sinon, rejoignez-moi les dimanches au moins une fois par mois pour créer la discussion féministe. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et comme j'ai dit en version vidéo sur YouTube. Donc je suis retrouvable en tout temps, toujours sur ma chaîne avec mes autres vidéos et sur les réseaux sociaux avec mon pseudo Anne Literarum. C'était donc Anne Larouche. On se dit à bientôt tout le monde pour les prochaines pages de garce.